Les entretiens des patriotes, bonjour à tous. Bayrou, Le Drian, Fabius, les momies à la rescousse d'Emmanuel Macron. Avant de répondre à cette question et traiter de nombreux sujets d'actualité, connaissez la coutume sur cette chaîne, je commence toujours mon entretien par remercier ceux qui m'ont permis de le faire, car ils m'ont financé à l'aide des merci rémunérateurs. Et aujourd'hui sont à l'honneur, on ne change pas une équipe qui gagne, des fidèles parmi les fidèles, Nono Broquet, Tan et Philippe Bohen. Merci à eux du fond du cœur. Et puis je tenais à vous remercier pour votre soutien inconditionnel. On ne lâche rien, on lève les petits pouces, on diffuse sur d'autres réseaux sociaux et on écrit de gentils messages. Merci donc à tous. Emmanuel Macron sort les momies. Et pour quelle raison ? Un ministre, les retraités nous quittent. Ils sont devant les chaînes info et celles-ci leur renvoient les images d'un pays qu'ils ne reconnaissent plus. Il faut les rassurer tout de suite et leur expliquer que la France n'a pas tant changé que ça. La France n'a pas changé tant que cela ? Mais la France est devenue un véritable coupe-gorge sous Emmanuel Macron. Qui, aujourd'hui, rentre à pied chez lui lorsqu'il habite un centre-ville. Et les Français se sont terriblement appauvris. Toutes les enquêtes le montrent. Même les générations des 30-40 ans ne reconnaissent plus le pays de leur enfance. Alors il me semble que cette communication est vouée à l'échec. C'est peut-être la raison pour laquelle Macron sort ses derniers atouts, les momies. Première momie, Bayrou, grandes oreilles. Européenne. Tous ceux qui prétendent qu'on n'a pas besoin de l'Europe sont des menteurs, voire des escrocs, tacle François Bayrou dans le grand jury. Bayrou qui parle de menteurs et d'escrocs, c'est comme si Flamby dénonçait les gens à scooter. Oui, il y a quelque chose d'ironique. Comme ils ne peuvent plus assumer leur bilan au niveau national, il est catastrophique, et encore moins celui de l'Europe, il est calamiteux, eh bien, ils n'ont plus que l'insulte pour se faire entendre. Mais François Bayrou ferait mieux de faire attention à ce qu'il dit. Ces mots pourraient lui revenir dans la figure comme un boomerang. Menteur, est-ce qu'il fait allusion aux promesses non tenues d'Emmanuel Macron ? Je vous mets le petit film dans ma description. Vous serez édifiés. Quant à François Bayrou, escroc, c'est vrai, il y a quelque chose à voir. Assistant parlementaire du MoDem, 30 mois de prison avec sursis et 70 000 € d'amende requis contre François Bayrou. À l'encontre de 10 autres cadres et élus centristes, l'accusation a réclamé des peines allant de 8 à 20 mois de prison avec sursis et de 10 000 à 30 000 € d'amende avec des peines d'inéligibilité, là aussi avec sursis. Le procès doit s'achever le 21 novembre. Le 5 février, les élus centristes et MoDem sont condamnés par la justice, sauf le président du MoDem, François Bayrou, qui est relaxé. La décision fait couler beaucoup d'encre. J'avais tourné un entretien à ce sujet. Quelques jours après, affaire des assistants parlementaires du MoDem. Le parquet fait appel de la relaxe de François Bayrou, qui en effet était purement scandaleuse. Mise en cause pour avoir été à la tête d'un système frauduleux. François Bayrou, président du MoDem, avait été relaxé ce lundi 5 février dans l'affaire des assistants parlementaires d'eurodéputés de l'UDF et du MoDem. Ce jeudi 8 février 2024, le parquet fait appel de cette relaxe, estimant que les faits caractérisent les infractions reprochées. Alors François Bayrou, lorsque vous insultez vos adversaires politiques d'escrocs et de menteurs, comment dirais-je, cela ressemble fort à une inversion accusatoire. Quelques affiches qui nous rappellent ce que je vous ai développé dans les entretiens et qui nous présentent le bilan de l'Union européenne. La ruine de notre agriculture, c'est eux. L'explosion du coût de l'électricité, c'est eux. La persécution des automobilistes, c'est eux. L'explosion des prix alimentaires, c'est eux. La submersion migratoire, c'est eux. La fin du progrès français, c'est eux. La suppression de nos frontières, c'est eux. Et j'ai envie de dire la désindustrialisation, c'est eux. Voilà le véritable bilan de l'Union européenne. Deuxième momie qui est sortie de son EHPAD du Conseil constitutionnel, monsieur Laurent Fabius. Laurent Fabius s'exprime et explique que le Conseil constitutionnel est le rempart contre le Rassemblement national. Fabius désigné par Macron. La politisation des institutions est un frein à la démocratie.
C'est absolument effarant cette déclaration de Laurent Fabius, parce qu'il n'y a que dans les dictatures où les présidents de conseils constitutionnels agressent le premier parti d'opposition. En effet, au niveau de l'état de droit, il suffit de réfléchir. Comment le Conseil constitutionnel, qui a pour fonction d'étudier la validité des lois par rapport à notre Constitution, pourrait être un rempart contre le Rassemblement national? On aime ou on n'aime pas le Rassemblement national, mais c'est un parti qui est bien plus démocratique que le PS de M. Laurent Fabius. Et si aujourd'hui les partis d'opposition critiquent Laurent Fabius et le Conseil constitutionnel, c'est qu'ils ont rendu des arrêts qui ne sont non pas juridiques, mais qui sont essentiellement politiques. Pour ceux qui auraient la mémoire courte, Laurent Fabius et ses complices ont validé le pass sanitaire et le pass vaccinal. Ce sont des décisions sur le plan purement juridique anticonstitutionnelles, puisqu'en effet la Constitution interdit la création de citoyens de seconde zone. Laurent Fabius a reconnu quelques mois plus tard que ce n'était pas une décision constitutionnelle, mais de santé publique. Avec un produit qui ne protège ni de l'infection ni de la transmission, Laurent Fabius, quand il s'agit de santé, il ferait bien de s'abstenir. Cela nous rappelle quelques mauvais souvenirs, notamment du sang contaminé. Et puis, lorsqu'il veut être un rempart contre le Rassemblement national, il faudrait aussi lui rappeler certains de ses propos. C'est dans ce contexte qu'intervient cet extrait de l'article du Monde qui rapporte des propos non enregistrés de Laurent Fabius. En revanche, la décision des États-Unis de placer Jabhat al-Nosra, un groupe djihadiste combattant aux côtés des rebelles, sur leur liste des organisations terroristes a été vivement critiquée par des soutiens de l'opposition. M. Fabius a ainsi estimé mercredi que tous les Arabes étaient vent debout contre la position américaine parce que sur le terrain, ils font un bon boulot. Mais quelle gaffe de Lolo! Il avouait ainsi que nous soutenions des groupes terroristes en série. Bon, vous connaissez la fonction d'un journaliste aux ordres. C'est de réparer les gaffes d'un ministre, c'est de passer la serpillière. Toute la presse aux ordres vola au secours de Laurent Fabius pour nous expliquer que nous n'avions pas bien compris, que nous avions mal entendu, que nous étions des ânes. Mais le canard enchaîné est-il un âne? Parce que ce qu'avait dit Fabius était connu de tous les spécialistes. Dans ce désordre syrien, Obama, Hollande et Fabius ont cru intelligent de choisir celui des groupes terroristes qui pouvaient leur rendre service. Pour tout dire, pendant près de 2 ans, les avions de la coalition ont donc bombardé les positions de Daesh et jamais celles du front al-Nosra, avec l'espoir que ces valeureux islamistes radicaux allaient entrer victorieusement dans Damas et y planter le drapeau d'Al-Qaïda après en avoir chassé Bachar. Un pari stupide dont aucun n'oserait se flatter aujourd'hui. Il faut également ajouter que Laurent Fabius a refusé que ne se tienne en France un référendum sur l'immigration. Pour l'étude juridique, je vous renvoie à mon entretien consacré à ce sujet. Quand on a le pédigré de Lolo, son alcoolisme mondain, on se tait à jamais. Autre personnage que Macron sort de la naphtaline, Le Drian. Européenne, l'ancien ministre Jean-Yves Le Drian prend la tête du comité de soutien à la liste macroniste. Et ce fut un énorme éclat de rire. Emmanuel Macron a parlé de fraîcheur, de jeunesse et de dynamisme, et il nomme Jean-Yves Le Drian. Mais il était déjà gâteux il y a 2 ans au ministère des Affaires étrangères. C'était le Biden de la diplomatie. Bon, on a compris la manœuvre, c'est pour faire de l'ombre, paraît-il, à Raphaël Gluglu. Emmanuel Macron, dans un en même temps quelque peu curieux, veut lancer sa loi sur la fin de vie. Les soignants veulent être entendus à l'Assemblée, alors que la commission spéciale se réunit dès ce lundi pour de premières auditions. Des collectifs de soignants non conviés au débat ont fait part de leur totale incompréhension dans une lettre que le Figaro a pu consulter. Fin de vie, nombre de patients éligibles, économie réalisée, les angles morts du texte. Loi sur la fin de vie, le pari électoraliste d'Emmanuel Macron. Une loi pour la mort ainsi que la qualifie nombre de médecins va donc être adoptée alors que l'urgence
commanderait plutôt d'agir en faveur du grand âge. Et pourquoi Emmanuel Macron veut cette loi? Eh bien, il veut une grande loi sociétale qui porte son nom. Et les Français y sont favorables. Manifestement, ils n'ont pas beaucoup réfléchi à la question. Et Macron pense donc capitaliser, en termes de sondage, de popularité, sur la fin de vie. C'est au-delà du monstrueux, car au niveau santé, il y a peut-être d'autres urgences, si je puis me permettre. Appel à la grève dans les pharmacies, la pénurie de médicaments devient insupportable, alerte un syndicat de pharmaciens. Ce scandale des pénuries de médicaments qui perdure. Et que va faire le gouvernement pour que la France ne perde pas Biogarant qui est en vente? On met des milliards pour la guerre et pour des subventions d'associations et de comités Théodule, mais on ne peut rien décider en urgence pour relocaliser et garder l'industrie des médicaments vitaux. Après des mois d'alerte aux autorités, les pénuries de médicaments en pharmacie sont de plus en plus importantes, répète le président de l'Union des syndicats de pharmaciens d'officine. Aucune amélioration. Près de 4000 médicaments sont manquants. Ce qui n'empêche pas la pintade de Renaissance nous expliquer que l'Europe de la santé est un véritable progrès, que l'Europe nous protège en matière sanitaire. Autre scandale automobile, celui-là. Ce qui devait arriver, arriva. La folie des idéologues de Bruxelles qui ne jurent que par la voiture électrique nous pousse en réalité dans les bras de la Chine. Je demande la fin de l'interdiction du moteur thermique d'ici 2035, imposée par l'Union européenne, indispensable pour des millions de Français. Le très européiste Éric Leboucher, économiste, s'étonne que l'on découvre aujourd'hui les conséquences gravissimes de décisions prises sous une pression des escrologistes, sans aucune analyse préalable de leurs effets économiques, sociaux ou géopolitiques. Oui, une véritable déroute industrielle. Europe, la désindustrialisation en marche. On ne finance et on favorise essentiellement les économies qui viennent d'ailleurs, comme les voitures chinoises. Et vous avez pourtant la pintade de Macron qui ose affirmer « La fin des voitures thermiques est un impératif économique car un plein avec une voiture électrique est moins cher qu'avec une voiture thermique. » Faut quand même oser. Oui, il faut quand même oser parce qu'il faut d'abord rappeler une chose, à finition équivalente et malgré la déduction du bonus écologique de 5 000 €, une voiture électrique neuve coûte 40 à 60 plus cher que son homologue essence. Un surcoût dissuasif pour bon nombre d'automobilistes, malgré les économies considérables à l'utilisation. Il y a une petite déduction qui a été faite par les journalistes automobiles. Une voiture électrique coûtera toujours plus cher qu'une voiture thermique. Et lorsqu'on vous dit des économies considérables à l'utilisation, à vérifier. Paris, la recharge électrique plus chère que le plein d'essence. À Paris, le prix de la recharge pour une voiture électrique va augmenter. En effet, Bélib vient d'annoncer une hausse de ses tarifs. Ainsi, pour certains modèles, recharger devient plus cher que faire le plein pour un modèle d'une gamme équivalente. Heureusement, Bélib n'est pas la seule solution de recharge en région parisienne. Il est possible de réaliser d'importantes économies à la condition, bien évidemment, de recharger dans votre garage aux heures creuses. Mais à Paris, les choses sont un peu plus compliquées. Ce qui fait que les utilisateurs de voitures électriques sont en train de revenir au thermique. Les ventes de voitures électriques en baisse au Japon, en Allemagne, en Italie, en Suède au premier trimestre. Il faut également ajouter que de nombreux écologistes dénoncent l'extraction du cobalt au Congo. Que s'est-il passé à Paris dans le 11e arrondissement? Heure en marge d'une manifestation d'hommage aux victimes de l'incendie rue de Charonne. La manifestation ayant dégénéré était, selon la préfecture de police de Paris, une mobilisation en hommage aux victimes de l'incendie du 7 avril 2024 rue de Charonne. Dans cette affaire, rapporté Le Parisien récemment, le locataire de l'appartement frappé par l'incendie est soupçonné d'avoir tué par balle 2 de ses invités, dont un de ses compatriotes afghans, avant de mettre le feu à la scène de crime pour faire disparaître les traces de son forfait. 3 personnes sont mortes lors de ce drame pour lequel donc la piste criminelle est privilégiée.
Voilà pour les faits, mais la réalité, elle est tout autre. La manifestation s'est transformée en émeute. Image scandaleuse ce week-end à Paris. Des manifestants afghans ont saccagé la ville dans le silence des médias et du gouvernement. Un pays qui n'assume plus l'ordre et la sécurité sur son sol n'en est plus un. Est-ce que Gabriel Attal va leur donner des cours d'empathie? Et est-ce que tous ces Verts qui les ont fait venir massivement en France pourraient communiquer sur cette manifestation? Même le très gauchiste Nathan Dever était gêné, aux entournures. Nathan Dever sur la manifestation qui a dégénéré à Paris samedi. Je trouve indécent de rendre hommage à des personnes décédées dans la violence. Et pourquoi se gêneraient-ils? Ils ne sont plus à Kaboul et ils ne sont pas non plus des gilets jaunes. Ils ne risquent pas donc de rencontrer la brave 17. Puisqu'on parle d'Afghans et d'Afghanistan, Zelensky. Pour Zelensky, l'Ukraine ne sera pas un deuxième Afghanistan grâce à l'aide américaine. Le président ukrainien, dans un entretien accordé à la chaîne américaine NBC, a réitéré son souhait de recevoir une aide concrète aussi vite que possible, pas dans 6 mois. C'est exactement ce que je vous disais hier. Les Américains ont voté une aide à Zelensky pour éviter un scénario comme en Afghanistan. On se rappelle en effet que l'armée américaine avait été chassée à grands coups de pied au derrière par les talibans. Là, les Américains versent des dizaines de milliards pour éviter que ce scénario n'arrive avant les élections américaines. Après, à mon avis, c'est terminé. Fantaisie, quelle époque! Dans la première partie de son photocall dédié, on apprend notamment que la chanteuse Nicoletta, qui adresse un affectueux message personnel à Françoise Hardy, a joué devant un certain Booba en prison. C'est une très belle histoire, mais c'est faux, et c'est Booba qui nous le dit. La lutte contre les fake news va être longue. Est-ce que Nicoletta nous a fait une Biden? À vous de juger. Affiche électorale pour Renaissance. Pratiquons la parcimonie pharmaceutique. Le 9 juin, je vote Renaissance. Le meilleur médicament, c'est celui qu'on ne prend pas. Pour atteindre notre objectif de parcimonie sanitaire responsable, augmentons la franchise médicale et réduisons l'offre. Le 9 juin, faisons avaler la pilule de l'Europe aux oppositions. Bien vu, Urtica. Et puis une dernière fantaisie, vous reconnaissez peut-être Louis de Funès dans Rabbi Jacob. Les nageurs après l'épreuve des Jeux Olympiques dans la Seine. Voilà, j'espère que vous avez apprécié ce journal. Je vous souhaite une excellente journée. À bientôt. Au revoir.